Bien, eh bien, bienvenue tout le monde ici à distance. C'est aujourd'hui Brigitte Belkany. Bien, Brigitte, parce qu'ici qu'on voit. Il va donc nous présenter des éléments neufs par rapport à une maladie fréquente et connue depuis fort longtemps, mais on a fait quand même beaucoup de progrès, en particulier qui est pathologique. Je trouve que c'est intéressant que nous explique tout ça. Voilà, Brigitte. D'accord, bonjour tout le monde. Donc, heureuse d'être ici et de partager avec vous quelques idées nouvelles sur la physiopathologie et la clinique de l'hyperaldostéronisme primaire. Alors, on pourrait dire de la clinique à la physiopathologie ou de la physiopathologie à la clinique. Premier bien, j'ai la chance d'avoir Eddy qui va me guider, non? Voilà. Ok, d'accord. Ok, je viens de ça. Donc, je vais commencer par une vignette de patient que j'ai vu à Delta en mai 2021. C'est un patient de 50 ans qui est hypertensif depuis 1 an. Il est traité par L-Corétique 5, 12,5 mg par jour, et il est toujours hypertensif. Il a une tension de 160 sur 110. Son myogramme est parfaitement normal. Sa plasmarénine, la mesure directe comme on a fait ici à l'hôpital, est basse, 2,5 microunités par ml, et sa concentration d'aldostérone se situe dans les limites de la normale, 138 picogrammes par ml. Alors, le ratio d'aldostérone sur rénine ici est de 27,6. Alors, on arrête l'L-Corétique, on fait un contrôle de sa rénine qui est toujours basse, 3,5, avec une plasma-aldostérone maintenant à 235 picogrammes par ml et un ratio qui nous amène à 6,7. Alors, peut-être la première question, est-ce que vous pensez qu'on peut arrêter ici? Est-ce qu'il faut aller plus loin chez ce patient? Est-ce que vous désirez éventuellement d'autres tests complémentaires? Non. Donc, moi, à ce stade-ci, ce qui m'interpelle, c'est que le potassium est strictement normal. Alors, on sait que nous sommes raconter, c'est que ce n'est pas un test de sensibilité suffisante pour détecter un hyperaldostéronisme. Mais généralement, quand ils ont un diurétique en plus, ça aide quand même à pousser le potassium dans le bas. Donc ici, je suis un peu surpris, mais d'un autre côté, voilà, c'est comme ça. Et donc, ici, sur la suspicion, on pourrait se dire, le potassium est normal, le ratio est extraordinaire, et voilà, on arrête. Voilà. Qu'est-ce que tu attends comme ratio? Écoute, c'est ça, j'attends que tu me le dises. mais je veux dire qu'on arrête puisque tu vas nous dire qu'on ne va pas arrêter. Voilà. C'est ça. Donc, on va passer à la suivante. Pour petit rappel, le premier rapport de l'hyperaldostéronisme a été publié en 1955 par M. Cohn, qui a donné son nom à l'adénome cortico-surrénalien qui sécrète l'aldostérone. Et c'était un patient qui était qualifié pour avoir une surrénalectomie bilatérale. Et au niveau de la chirurgie, on voit qu'il y a une tumeur, un adénome du côté droit. Donc, on fait une surrénalectomie unilatérale et 12 jours après, le patient n'a plus d'anomalie métabolique qui était une alcalose et une hypokaldémie, et elle persistait par après pendant 30 ans. C'est donc le premier rapport de quelqu'un qui présentait une maladie de Cohn. Le prochain. Pour rappel, on va regarder un petit peu la biosynthèse d'aldostérone. Elle est faite dans la zone glomérulée cortico-surrénalienne à partir d'un substrat qui est la progestérone, qui est aussi le substrat du cortisol. Elle est d'abord hydroxylée en déoxycorticostérone, et puis les phases terminales de la conversion par l'aldostérone se font par différentes enzymes qui sont encodées par un gène qu'on appelle le CYP11B2 et qui donc l'aldostérone synthèse. Alors il faut savoir que ce gène CYP11B2 est très proche du CYP11B1 qui lui est responsable de la synthèse de cortisol. Il y a une grande homologie entre les gènes et en plus, ils sont positionnés tout près sur le même chromosome. La prochaine montre donc
que vous avez les trois zones ici de la cortico-surrénale, avec la zone glomérulée et la synthèse de minéralocorticoïdes, la zone fasciculée avec la synthèse des glucocorticoïdes et la zone réticulée avec la formation des androgènes. Alors, les premières étapes enzymatiques, on les trouve aussi bien dans la zone glomérulée que fasciculée, donc elles sont communes à la synthèse de cortisol et d'aldostérone, tandis que l'aldosynthase est exprimée uniquement en zone glomérulée et est donc responsable de la formation de l'aldostérone qui est séparée de celle de cortisol, puisque la CYP11B1 est uniquement exprimée dans la zone fasciculée. Mais comme ces deux ailes se situent tout près l'un de l'autre, il peut y avoir des gènes hybrides. Et dans ces conditions-là, la synthèse d'aldostérone est donc liée au promoteur de la synthèse du cortisol, et c'est donc l'ACTH qui, à ce moment-là, va réguler la synthèse d'aldostérone. Ça s'appelle d'ailleurs l'hyperaldostéronisme primaire répondant au glucocorticoïde. Et c'est donc une forme génétique d'hyperaldostéronisme primaire. La prochaine. Ça, c'est une dia classique que vous connaissez tous. Hein. Donc, pour amener la sécrétion d'aldostérone, elle se passe d'abord par les cellules juxtaglomérulaires qui sécrètent la rénine qui va transformer par sa réaction enzymatique l'angiotensinogène qui est formée surtout au niveau du foie en angiotensine 1 qui, elle, a très peu d'activité et ce n'est qu'après réaction par l'enzyme de conversion, donc qui amène à la synthèse d'angiotensine 2, qui elle est active, va provoquer vasoconstriction, mais aussi stimuler au niveau cortico-surrénalien la sécrétion d'aldostérone. Et l'aldostérone travaille avant tout sur le système distal des tubules rénaux où elle va stimuler l'absorption de sodium et d'eau. La prochaine dia vous montre que la fixation au niveau de ces cellules épithéliales rénaux se fait sur le récepteur cytoplasmatique et déclenche donc la transcription des fragments d'ADN, la traduction en protéines, avec une première réponse précoce qui est l'augmentation d'ouverture des canaux sodiques, accélérant donc dans un second temps la pompe sodium-potassique. Et donc, l'effet est l'augmentation de l'absorption du sodium et la sécrétion de potassium. Il y a aussi une réponse tardive et que l'on va observer surtout chez les patients ayant un hyperaldostéronisme qui n'est pas bien régulé, où il y aura la synthèse de nouveaux canaux, de nouvelles pompes, augmentant encore en plus l'absorption de sodium et la sécrétion de potassium. Oui. Alors, ce qu'on sait moins, c'est que au niveau épithélial, rénal, mais aussi au niveau d'autres cellules dans le corps, l'aldostérone peut avoir des effets non génomiques. Non génomiques, donc qui sont traduites par des protéines de signaux, et ces effets sont surtout présents au niveau cardiovasculaire et indépendants de l'effet de l'aldostérone au niveau rénal. La prochaine dia montre bien. D'abord, ceci, c'est le Cohn classique, hein, comme il a été décrit par Cohn, c'est-à-dire augmentation de la réabsorption de sodium qui est automatiquement suivie d'une réabsorption d'eau, donc une hypervolémie avec hypertension, la perte de potassium ou d'hydrogène, amenant à l'alcalose métabolique et l'hypocalémie. Oui, la prochaine. Par contre, en plus de réguler l'homéostasie sodée et potassique, l'aldostérone, lui, contribue aussi, et ceci par l'activation mitochondriale, à un stress oxydatif. Il va stimuler ainsi la fibrose et le remodelage, fibrose au niveau cardiaque, mais aussi au niveau vasculaire. Donc, il y a des effets de l'aldostérone qui sont directs et indépendants du rein. La prochaine dia illustre qu'en plus, l'aldostérone a des effets directs sur l'homéostasie glucidique. Et il contribue par cette voie à un syndrome métabolique. Il va entre autres stimuler
la synthèse d'enzymes impliquées dans la gluconéogénèse, et on sait aussi qu'il y a une production intracrânienne, donc dans les cellules adipeuses, où il peut y avoir l'expression d'aldostérone synthèse et ainsi stimuler l'obésité et la résistance à l'insuline. Donc, l'effet de l'aldostérone est nettement plus large que celui initialement décrit. La prochaine dia illustre donc l'hyperaldostéronisme primaire. C'est un groupe de maladies où évidemment la production d'aldostérone est inappropriée et elle est autonome de ces régulateurs majeurs qui sont l'angiotensine, le potassium, l'arénine, et elle est non suppressible par le sodium. Donc au-dessus, vous voyez l'hyperaldostéronisme secondaire, tel qu'on peut le voir par exemple dans les cirrhoses ou encore dans les grosses décompensations cardiaques, avec une hypovolémie, une hypoperfusion, la sécrétion de l'uréthrine et l'augmentation secondairement de l'aldostérone, tandis que dans l'hyperaldostéronisme primaire, vous avez évidemment une extension du volume intravasculaire, une hypertension et la suppression de rénine. La prochaine dia, l'hyperaldostéronisme primaire se caractérise donc par une sécrétion d'aldostérone indépendant de la rénine, avec une hypertension, une augmentation de l'aldostérone et une rénine basse. Les deux causes les plus fréquentes qui ont été identifiées, c'est l'adénome et puis l'hyperplasie, ou ce qu'on appelle aussi l'hyperaldostéronisme idiopathique bilatéral. Il y a d'autres causes qui sont par contre plus rares, c'est les formes familiales, héréditaires, et je reviens quelque part. L'hyperplasie surrénale unilatérale a été décrite. Il y a des cancers surrénales qui peuvent produire l'aldostérone, ou encore la sécrétion ectopique d'aldostérone par les fleurs a aussi été démontrée. La prochaine dia. Alors, les manifestations cliniques, évidemment, c'est l'hypertension résistante, l'hypocalémie, mais l'hypocalémie n'est présente, selon les études, que dans 9 à 36% des cas. L'hypervolémie, l'alcalose métabolique, mais aussi des manifestations secondaires de l'hypertension ou encore de l'hypocalémie, comme des symptômes neuromusculaires, le diabète insipide néphrochonique, mais indépendant de l'hypocalémie. On sait que l'aldostérone donne une augmentation de la pression glomérulaire au niveau du rein et que très souvent, ces gens ont des polyuries et polydipsies qui interfèrent avec leur qualité de vie. Et puis, il y a les effets directs de l'aldostérone au niveau du cœur, entre autres l'hypertrophie et la fibrose. Donc, cela justifie, en effet, je pense, la nécessité d'une prise en charge spécifique chez des gens qui ont un hyperaldostéronisme primaire pour diminuer leur risque cardiovasculaire. La prochaine, est une étude systématique qui a regardé chez des patients présentant un hyperaldostéronisme primaire prouvé, comparativement aux gens qui ont une hypertension essentielle et qui ont les mêmes valeurs de tension, que le risque cardiovasculaire est nettement plus élevé en cas d'hyperaldostéronisme primaire. Il est, pour l'accident cérébrovasculaire, un Hotz à 2,58, vous voyez les intervalles de confiance aussi, de maladie coronarienne de 1,7, de la fibrillation auriculaire de 3,5, de la décompensation cardiaque qui est 2 fois plus élevée, ainsi que l'hypertrophie ventriculaire gauche, mais aussi une élévation de 33 et 53% pour le diabète et le syndrome métabolique. C'est des gens non opérés, ça. C'est des gens non opérés, donc avec un diagnostic prouvé d'hyperaldostéronisme primaire, comparativement à des gens qui ont une hypertension essentielle et avec la même tension. La prochaine dia. Donc, vous voyez ici la courbe, encore une fois, c'est quand même spectaculaire quand on compare aux hypertendus essentiels, 2,5 pour l'accident cérébrovasculaire et dans la prochaine, l'augmentation de la fibrillation auriculaire à 3,5 comparativement aux hypertendus essentiels.
Alors, quelle est la prévalence de l'hyperaldostéronisme primaire? Avant, on disait, et dans les années 80 et 90, c'est assez rare de trouver un hyperaldostéronisme primaire, mais des nouvelles études et de cohortes ont prouvé que l'hyperaldostéronisme primaire a une prévalence beaucoup plus élevée que celle estimée au départ. Elle est de 5% dans la population générale hypertendue, elle est de 10% dans les populations référées en deuxième et troisième ligne, et elle est de 15 à 20% chez les patients qui présentent une hypertension résistante au traitement. La prochaine dia date déjà de 2003, mais on voit bien en fonction du stade d'hypertension que la prévalence de l'hyperaldostéronisme primaire va augmenter progressivement pour être de 13% en stade 3. La prochaine dia, l'hypocalémie. L'hypocalémie, comme on l'avait dit au départ, 9 à 37%. Ça n'est pas beaucoup chez l'hyperaldostéronisme primaire. Donc, il a une sensibilité très basse pour l'hyperaldostéronisme primaire où la valeur positive prédictive est très basse pour l'hypocalémie. Donc, l'hypocalémie n'est pas nécessaire au diagnostic de l'hyperaldostéronisme et on va surtout le retrouver chez des gens qui ont un hyperaldostéronisme primaire qui existe depuis longtemps et qui est fort marqué. La prochaine dia. Alors, pourquoi est-ce que le diagnostic de l'hyperaldostéronisme primaire est-il important pour le clinicien? D'abord, j'espère que je vous ai convaincu que c'est une cause fréquente d'hypertension secondaire, 5 à 10%. Chez les personnes qui ont une élévation importante de la tension, qu'on a une morbidité et une mortalité qui est beaucoup plus élevée chez les gens qui ont un hyperaldostéronisme primaire. Et d'un autre côté, nous avons évidemment une opportunité unique pour traiter ces patients, c'est-à-dire soit la surrénalectomie, soit le traitement pharmacothérapeutique, c'est-à-dire les antagonistes du récepteur de la minéralocorticoïde. Alors, il vaut mieux faire le diagnostic rapidement parce qu'avec les années s'installe l'insuffisance rénale et aussi la maladie cardiaque qui parfois ne récupère pas même si on traite après plusieurs années. La prochaine dia. Alors, est-ce qu'on screen pour l'hyperaldostéronisme? Après cette présentation, je crois que vous allez tous voir des patients hypertendus et peut-être une fois réfléchir, est-ce que je screen pour l'hyperaldostéronisme primaire? Alors, cela a été regardé dans cette étude qui est apparue en 2020. C'était une étude de Stanford, 145 670 individus avec une hypertension, dont 4 660 patients avaient une hypertension résistante. Donc, en principe, il devrait être screené de par la prévalence assez élevée de l'hyperaldostéronisme primaire. Eh bien, le screening ne s'est fait que chez 2,1% des personnes. Et celle qui avait le plus de chances d'être screenée était plus jeune, avait une tension systolique et diastolique plus élevée, un potassium plus bas et était moins traitée par les diurétiques. La prochaine dia, parce qu'on attribue très souvent le potassium évidemment aux diurétiques. Quand on regarde maintenant les guidelines de la Société d'endocrinologie, on doit screener chez les patients qui ont donc une hypertension sévère, une hypertension résistante, mais aussi chez les gens qui ont une hypertension spontanée ou induite par les diurétiques. Et chez les hypertendus avec un syndrome d'apnée du sommeil, parce que le syndrome d'apnée du sommeil est nettement plus fréquent chez l'hyperaldostéronisme primaire, probablement de par un effet du sodium, de la rétention de sodium, ou un effet direct au niveau du cerveau. La prochaine dia, c'est une deuxième étude qui a été réalisée à Chicago, 116 929 patients, 36 900 avec une hypocalémie et seulement 2,7% qui étaient traités pour l'hyperaldostéronisme primaire. Et chez les patients qui avaient un syndrome d'apnée associé, seulement 3% de screening pour l'hyperaldostéronisme primaire. Oui, donc nous ne faisons pas bien le dépistage de l'hyperaldostéronisme primaire. La question est pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Est-ce que c'est trop compliqué? Ça peut être compliqué. Donc, je vais
aller maintenant dans les différentes étapes de diagnostic de l'hyperaldostéronisme primaire. D'abord, le dépistage, le test de confirmation et puis l'évaluation du sous-type d'hyperaldostéronisme. Le dépistage, le premier. Alors, je reviens à cette dia qui reprend les guidelines de la Société d'endocrinologie pour le screening. Les patients qui présentent une tension très élevée, une tension résistante, une hypertension avec une hypokaliémie spontanée ou induite par les diurétiques, l'hypertension et l'adénome, l'incidentalome surrénalien, l'hypertension et donc le syndrome d'apnée du sommeil, l'hypertension avec une histoire familiale précoce d'hypertension avec des accidents cérébrovasculaires et évidemment les gens qui ont une histoire familiale d'hyperaldostéronisme primaire. Oui. Alors, ça c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va chez les gens où on présume qu'il y a éventuellement une hyperaldostéronisme primaire, on va mesurer le rapport d'aldostérone surrénée. Et si ce rapport est élevé, on fait un test de confirmation. Alors, on va voir un petit peu les aléas de ce ratio. Dans la prochaine dia, le premier, c'est qu'il y a plein de médicaments qui peuvent interférer avec le dosage d'aldostérone et de plasma rénine, à commencer par les plus utilisés, c'est-à-dire les inhibiteurs de l'enzyme ACE, angiotensin receptor blockers, donc les bloqueurs du récepteur de l'angiotensine, ou encore les antagonistes du calcium, ils peuvent tous diminuer l'aldostérone et donc augmenter secondairement la rénine. C'est-à-dire que si ces patients viennent chez vous que vous suspectez un hyperaldostéronisme primaire, mais il ne faut pas arrêter ces médicaments. Parce que si vous avez une rénine qui est supprimée sous ces médicaments, eh bien, c'est un argument qui est en faveur de l'hyperaldostéronisme primaire. Les bêta-bloquants, par contre, peuvent diminuer la rénine et évidemment les diurétiques ou encore les antagonistes du récepteur des minéralocorticoïdes en principe vont diminuer l'effet de l'aldostérone et peuvent, par l'hypovolémie aussi, induire une sécrétion de rénine. Donc, est-ce qu'il faut arrêter les diurétiques et la spironolactone? Dans la prochaine dia, qui reprend le up-to-date de Young, c'est le pape de l'hyperaldostéronisme, il dit bien la plupart des gens reçoivent des petites doses d'aldactone, 25, 50 mg, et donc, même en présence d'un hyperaldostéronisme primaire, ils ne sont pas tout à fait bloqués. Ce qui veut dire que la plupart du temps, leur plasma rénine reste en effet effondré. Donc, si vous avez sous-diurétique et sous-antagoniste du récepteur de minéralocorticoïdes une rénine qui reste supprimée, eh bien, vous avez aussi des arguments en faveur de l'hyperaldostéronisme primaire. Donc, le consensus actuel, et elle est illustrée ici, c'est qu'il ne faut pas arrêter les médicaments pour screener pour l'hyperaldostéronisme primaire et il faut considérer éventuellement d'arrêter les antagonistes du récepteur ou encore des inhibiteurs de l'ENaC au moment où la rénine n'est pas supprimée. La prochaine dia. Alors, le test de dépistage, et on va regarder ce ratio qui avait été proposé. Ce qu'il faut pour un test de dépistage, c'est qu'il soit sensible et une valeur prédictive négative élevée. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez mesurer l'aldostérone et la rénine, elle doit se faire ou se réaliser dans des conditions strictement standardisées. Le matin, plus de 2 heures après le lever, en position assise depuis 15 minutes et en régime normocidé et normocaliémie. Il faut que le kalium soit normalisé parce que l'hypokaliémie, évidemment, peut stimuler, peut supprimer l'aldostérone. La prochaine. Alors, le ratio qui a été proposé a en effet une sensibilité, je vous ai dit, on veut un test sensible, qui est très variable d'une étude à l'autre, compte tenu des valeurs seuil de ces ratios qui sont très différents. Très différents parce qu'ils dépendent des méthodes de dosage et des conditions de prélèvement, comme je vous ai montré. Le gold standard pour ce ratio
est le résultat des tests dynamiques avec soit une charge en saline, soit une charge salée orale, soit par fludrocortisone ou par captopril. La prochaine. Dosage de l'aldostérone plasmatique. Alors, très souvent, on ne connaît pas le type de dosage qui est employé. Et donc, ça, c'est très important. Les méthodes les plus souvent utilisées maintenant, c'est des méthodes immunométriques sur machine automatisée. Et évidemment, on aimerait avoir la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse parce qu'elle est beaucoup plus spécifique de la mesure de l'aldostérone. Il faut savoir que l'aldostérone, c'est un peu comme le cortisol, c'est-à-dire il y a une partie qui est libre et une partie qui est liée à des protéines, entre autres la CBG. Donc, il faut savoir, comme pour le cortisol, lorsqu'il y a une augmentation de la CBG, vous pouvez avoir une fausse élévation de l'aldostérone. Le résultat de l'aldostérone plasmatique se fait en 2 unités, donc il faut savoir quelle unité est employée par le labo. Chez nous ici, c'est les picogrammes par ml, nanogrammes par décilitre, et pas les dosages molaires. Pour la rénine, c'est encore plus compliqué parce que la rénine, avant, était dosée en activité de rénine, c'est-à-dire qu'in vitro, on allait voir combien d'angiotensines étaient formées en présence d'une rénine, donc on mesurait vraiment l'activité de la rénine. Mais le problème, c'est une technique manuelle, elle est longue, elle a été très souvent abandonnée, alors que c'était une très bonne méthode pour savoir l'activité de la rénine. Et maintenant, on a un dosage direct de rénine, qui est souvent une technique immunométrique sur machine automatisée, comme c'est le cas ici. Aussi, cette norme est fournie par le fabricant. Donc, en tenant compte de ces limitations, nous arrivons maintenant au ratio d'aldostérone. Eh bien, certains stimuli vont avoir un retentissement différent, ce que l'on mesure l'activité de la rénine ou la rénine directe. Le choix va donc influencer le ratio. Les données de la littérature actuellement sont plus abondantes sur le ratio aldostérone, sur l'activité et non sur la mesure directe rénine. Et on a tous en tête le 20 et le 30. Et je vais vous montrer que c'est faux quand vous voulez une rénine directe. La spécificité du ratio pourrait aussi être mise à défaut en cas d'imprégnation exogène d'œstrogène, parce qu'on sait que l'imprégnation par les œstrogènes augmente la production d'angiotensinogène et donc d'angiotensine 2 qui va inhiber la rénine. Et donc, c'est important, si vous faites des dosages chez une femme pour éventuellement exclure un hyperaldostéronisme primaire, si elle est, par exemple, sous anticonception ou sous un traitement ménopausé ou si c'est un cycle naturel, eh bien, il faut préférer le dosage en première partie du cycle. La prochaine. Alors, les ratios. Ça, c'est les ratios classiques. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on apprend sur les bancs. C'est ce qu'on apprenait sur les bancs. Le ratio doit être de 30, au-delà de 30 pour avoir un hyperaldostéronisme primaire. Oui, mais ça, c'est quand vous mesurez l'activité de la rénine plasmatique et l'aldostérone, la concentration d'aldostérone. Ce que nous, on fait, quand vous regardez les dosages de delta, eh bien, on mesure la rénine directe, l'aldostérone en nanogramme par décilitre, ce qui veut dire que ce ratio de 30, vous pouvez l'oublier. Le ratio ici est de 3,7. Je vous rappelle que notre patient avait au départ un ratio de 22, après arrêt des diurétiques et des bêta-bloquants, un ratio de 6,7. Donc, il a un ratio qui est nettement augmenté. Idéalement, et il y a des laboratoires qui le font, chaque laboratoire devrait fournir son propre seuil. Mais malheureusement, cette démarche n'est pas très réaliste en pratique et nous ne recevons pas des ratios ici, on doit les calculer nous-mêmes. Le prochain. Alors, quelles sont les limites de ce ratio? Eh bien, si vous avez évidemment une rénine effondrée, comme c'était le cas chez notre patient, vous allez avoir un ratio qui est élevé. Alors, la question s'est posée, si vous avez une rénine basse, est-ce qu'il faut calculer le ratio?
Est-ce qu'il ne faut pas uniquement regarder le taux d'aldostérone? Et quel est le taux d'aldostérone au-dessus duquel, en présence d'une rénine qui est supprimée, on peut éventuellement envisager qu'il s'agit d'un hyperaldostéronisme primaire? Et dans cette étude que je vous ai repris ici, les taux d'aldostérone en dessous de 15 nanogrammes par décilitre étaient quand même présents chez les 74 des patients qui avaient un hyperaldostéronisme primaire, bien que ces taux d'aldostérone sont considérés comme étant normaux et n'étaient pas supprimés par le test à la fludrocortisone. Donc, ça veut dire que les patients avec un hyperaldostéronisme primaire peuvent avoir une rénine basse avec une aldostérone qui est même en dessous du seuil normalement considéré comme étant encore dans les limites de la normale, et c'est surtout le cas chez les personnes qui ont plutôt une hyperplasie surrénalienne qu'un adéno. La prochaine. Donc, on va simplifier. C'est ce qui est proposé maintenant, c'est-à-dire que pour faire la détection de cas, on va faire une analyse le matin chez le patient ambulant qui est assis depuis 15 minutes. On mesure l'aldostérone et la rénine. Si la rénine est effondrée et que votre aldostéronémie est au-delà de 10 nanogrammes par décilitre, vous avez une forte susceptibilité d'hyperaldostéronisme primaire et on peut dans ces cas-là abandonner le ratio. Prochaine dia, le test de confirmation. Vous avez un patient, eh bien, il faut évidemment voir est-ce que c'est un réel hyperaldostéronisme. Pour les patients qui ont une hypokaliémie et un aldostérone au-delà de 20 nanogrammes par décilitre et une activité de rénine tout à fait effondrée, eh bien, je crois que vous avez le diagnostic, il ne faut pas aller plus loin. Pour les autres, on va voir que si on leur donne du sodium en plus, si l'aldostérone peut être inhibé par l'excès de sodium. Et cela peut se faire soit par un test IV de saline, soit Péros avec du sel, 3 fois 2 grammes par jour pendant 4 jours, ou encore un test de suppression à la fludrocortisone, le test au captopril étant plus ou moins abandonné. Les prochaines dias vous montrent quels sont les seuils qui sont employés pour confirmer l'hyperaldostéronisme. Si vous donnez une surcharge en sel Péros, cela veut dire plus de 200 millimoles par jour ou 3 fois 2 grammes par jour pendant 4 jours. Il faut bien monitoriser évidemment la tension pour voir si elle ne monte pas trop et si le potassium ne descend pas. Et vous allez collecter les urines entre le 3e et le 4e jour. Lorsque l'excrétion d'aldostérone avec une perte de sodium de 200 millimoles par litre est située au-delà de 12 microgrammes, vous avez un hyperaldostéronisme primaire. Alors, le test IV saline, donc vous allez administrer pendant 4 heures 2 litres de perfusion saline et vous allez mesurer l'aldostérone à 0 et 4 heures. Lorsque le taux reste au-delà de 10 nanogrammes par décilitre, vous avez confirmation de l'hyperaldostéronisme primaire. Entre 4 et 10, il y a toujours une zone grise. Je vais passer à la prochaine dia. Alors, si vous avez un hyperaldostéronisme qui ne peut pas être supprimé par la surcharge en sodium, il faut savoir quel type d'hyperaldostéronisme. Est-ce qu'il est latéralisé? Est-ce qu'il vient d'une surrénale? Ou est-ce que c'est plutôt une hyperplasie ou une sécrétion bilatérale d'aldostérone? La première chose qu'on fait, c'est le CT scan. Le CT scan abdominal, et quand vous avez un jeune patient, et avec jeune, on veut dire en dessous de 35 ans, et un nodule hypodense entre 1 et 2 cm, eh bien, vous pouvez procéder à la surrénalectomie. Cependant, chez les personnes un peu plus âgées, donc au-delà de 35 ans, très souvent, on trouve des anomalies surrénaliennes, des incidentalomes, une micronodularité, et dans ces cas-là, eh bien, il faut procéder à la cathétérisation pour avoir une latéralisation. Donc, à ce stade, la poursuite, si on passe oui ou non à la cathétérisation, qui est quand même une technique invasive, va dépendre du fait que le patient
désire éventuellement une surénélectomie ou que pour des raisons médicales, éventuellement, la surénélectomie n'est pas possible, vous pouvez à ce moment-là tout de suite procéder au traitement médical par les antagonistes du récepteur des minéralocorticoïdes. La prochaine dia. Alors, je vais illustrer, parce que nous, on va maintenant aller donc dans cette troisième phase, par un cas qui a d'ailleurs aussi été publié par Young. C'est un patient qui est hypertensif depuis 10 ans. Il était traité par amlodipine, lisinopril et du potassium 40 mg par jour. En revoyant ses notes précédentes, ce patient avait déjà un potassium bas en 2004-2005 et on fait donc un CT scan abdominal parce que ce patient a une hématurie. Il faut savoir que l'hyperaldostéronisme primaire peut aussi prédisposer à des pierres rénales. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on découvre cette masse pas tellement dense. Elle est assez dense, 23,7, donc elle n'est pas hypodense. Elle est isodense avec le foie de 1,3 cm. Sa concentration d'aldostérone est de 23, la plasmarénine indétectable, donc on ne fait pas de ratio, c'est un hyperaldostéronisme primaire. Ils vont quand même le confirmer en données de la saline IV et vous voyez que le taux est de 16,8, donc non supprimable. Alors, la prochaine dia, encore une fois, vous voyez que dans ces cas-là, il ne faut pas arrêter les médicaments parce que sous le traitement que ce patient avait, normalement, la rénine devait être dosable ou augmentée, alors que vous avez, ici, il s'agit d'une activité de la rénine tout à fait supprimée avec une aldostérone élevée. La prochaine montre le CT scan du patient. Alors, ce qui frappe d'abord, c'est ces nodules du côté gauche qui descendent assez bas, et dont la densité est comparable à celle du foie, donc assez élevée. Mais la présence d'une micronodularité de l'autre côté. Alors, si on veut procéder à une surénalectomie, il faut être certain que la sécrétion d'aldostérone est latéralisée. La prochaine vous montre qu'il n'y a qu'un gold standard pour la latéralisation, c'est le cathétérisme surrénalien, qui permet en effet de différencier les formes unilatérales ou bilatérales en cas d'hyperaldostéronisme primaire, et c'est le gold standard. Il faut aussi savoir que la cathétérisation, contrairement à ce qu'on peut croire, est beaucoup plus difficile du côté droit que du côté gauche, parce que la veine surrénalienne de ce côté-là est plus petite que du côté gauche. La prochaine. Voici les résultats du cathétérisme. Ce cathétérisme est fait sous stimulation par synactène. Et pourquoi stimuler par synactène? Eh bien, comme le cortisol, l'aldostérone peut augmenter en cas de stress. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on stimule avec du synactène pendant toute la procédure à 50 microgrammes par heure et on mesure, comme vous le voyez, l'aldostérone, mais aussi le cortisol qui va servir comme guide de la sélectivité du cathétérisme. La prochaine. Alors, le premier index de cathétérisme, c'est la sélectivité. Est-ce qu'il y a eu un bon cathétérisme? Eh bien, cet index de sélectivité, c'est le ratio de cortisol dans les veines surrénaliennes par rapport à la valeur de cortisol dans la veine cave inférieure, et il doit être au-dessus de 5. Comme vous voyez ici, le cathétérisme est bon, on est sélectif. On passe alors à la prochaine, et là, on va regarder l'index de latéralisation en divisant l'aldostérone sur le cortisol des deux côtés, de la veine surrénalienne gauche et droite, et puis diviser donc le ratio dominant sur le ratio non dominant. Donc, vous avez 15 000 sur 580, 25,9, et ici 170 sur 648. Ça, c'est dans la veine inférieure, gauche. Et donc, vous voyez, quand vous divisez, vous avez un ratio de 100 sur 1, ce qui veut dire que la sécrétion d'aldostérone chez ce patient est latéralisée du côté où on ne l'attendait pas. Donc, la prochaine illustre bien
que ce patient a un hyperaldostéronisme qui est relié et latéralisé dans ce petit nodule du côté droit et non du gros nodule du côté gauche. Alors, ce qu'il faut savoir, comme c'est un nodule isodense ici, avec le foie, il faut quand même aussi screener pour la sécrétion, l'hypersécrétion de catécholamine et le Cushing subclinique, ce qui a été fait avant d'intervenir chez ce patient. Et juste pour revenir aussi, les cutoffs qui sont employés, l'index de sélectivité, l'index de latéralisation, vont varier selon le fait que vous stimulez ou non les surrénales. Donc ici, le patient était stimulé en continu avec du synactène. L'index de latéralisation est de 5. L'index de sélectivité doit être au-dessus de 5 et l'index de latéralisation au-dessus de 4, ce qui était le cas chez notre patient. Le cathétérisme pour la latéralisation de l'hyperaldostéronisme a une sensibilité de 95% et une spécificité de 98%, mais il peut y avoir des complications chez 2,5% des patients et c'est surtout des saignements au niveau surrénalien. La prochaine dia, le patient est opéré, un bel adénome comme décrit par Cohn et une aldostérone tout à fait supprimée après l'intervention. Alors, lorsque on fait une surrénalectomie, évidemment, on va traiter le patient. Dans les autres cas, on peut choisir de donner des antagonistes du récepteur minéralocorticoïde, soit la spironolactone, soit l'éplérénone. La spironolactone est beaucoup plus puissante, mais elle est moins spécifique parce qu'elle va aussi contrecarrer ou aussi se fixer au niveau du récepteur androgénique et donc elle va inhiber l'effet des androgènes au niveau de son récepteur. Et de là, évidemment, les effets secondaires à long terme, entre autres la gynécomastie. L'éplérénone, par contre, est beaucoup plus sélective, mais elle n'est pas repayée dans ses indications d'hyperaldostéronisme primaire ici en Belgique. Et en plus, elle est beaucoup moins puissante que la spironolactone. Alors, il y a une littérature maintenant récente qui considère quand même que dans le cas où on suspecte une hyperplasie, on pourrait éventuellement quand même voir s'il n'y a pas de latéralisation pour décider ou non de la surrénalectomie, même en cas d'hyperaldostéronisme idiopathique. Prochaine dia. Alors, quelles sont les personnes qui ont le plus de chances d'avoir la résolution de l'hypertension après surrénalectomie? Plus le sujet a une hypertension récente de sexe féminin, moins d'antihypertenseurs et un IMC en dessous de 25, plus il a de chances d'être guéri ou de voir la résolution de l'hypertension après surrénalectomie. La prochaine dia. Alors, quand vous avez une latéralisation de votre sécrétion d'aldostérone, et il faut décider soit de la surrénalectomie, soit d'un traitement, la littérature a été voir est-ce que celle-là fait une différence à long terme pour le patient en termes de morbidité et de mortalité. Et donc, dans cette étude, qui est une étude systématique de plusieurs publications, on voit que quand on traite par un antagoniste du récepteur de la minéralocorticoïde par rapport à la surrénalectomie en cas d'hyperaldostéronisme primaire latéralisé, on n'avait pas beaucoup d'effets sur les événements cardiovasculaires, l'hypertrophie ventriculaire, la tension systolique, hypokaliémie ou fonction rénale, mais que le nombre d'antihypertenseurs que le patient devait prendre après surrénalectomie est nettement moins que chez les patients qui sont traités par les antagonistes du récepteur de la minéralocorticoïde. Alors, il y a des études maintenant qui sortent chez les patients qui ont quand même un hyperaldostéronisme primaire et qui sont traités par les antagonistes, où la rénine reste supprimée. Vous voyez la courbe en pointillé parce qu'elle a été corrigée pour des éventuellement facteurs qui peuvent influencer donc l'avenir de ces patients. Et vous voyez que lorsque vous traitez par antagoniste des récepteurs du minéralocorticoïde et que votre rénine reste supprimée, ça veut dire que vous n'avez pas du tout bloqué l'effet de l'aldostérone.
eh bien, le risque de fibrillation auriculaire sur 10 ans est nettement plus élevé que chez les patients traités avec les antagonistes du récepteur des minéralocorticoïdes, mais avec une rénine qui devient dosable. Par contre, les patients qui ont reçu une surrénalectomie, eux, ils vont nettement moins, donc l'incidence de la fibrillation auriculaire est nettement moindre qu'en cas de traitement médicamenteux. Alors celle-ci, elle vient de sortir en janvier 2022, où on regarde chez des gens qui ont un hyperaldostéronisme primaire latéralisé par cathétérisme l'effet de la surrénalectomie ou du traitement médicamenteux, et ceci après une moyenne environ de, je pense que c'est 8 ans, mais vous voyez qu'il y a des gens qui sont suivis depuis 15 ans. Sur la survie, le traitement par surrénalectomie est nettement meilleur que celui par le traitement médicamenteux. Encore une fois, c'était des gens avec une latéralisation. Et alors, quand vous regardez les effets cardiovasculaires les plus importants à long terme, on voit aussi que la surrénalectomie est nettement meilleure que le traitement médicamenteux. La prochaine vous montre que ces patients qui ont été surrénalectomisés, c'est évidemment important de voir quel est le taux d'aldostérone, parce que ceux qui restent ou qui gardent un taux d'aldostérone assez élevé après surrénalectomie, peut-être parce qu'il y a eu une mauvaise latéralisation, eh bien, ils ont évidemment des événements cumulatifs cardiovasculaires beaucoup plus élevés. Chez les patients traités par, et si tu pousses encore un peu, Élie, on peut voir que ceux qui ont une plasmarénine, donc qui sont traitement médicamenteux et un hyperaldostéronisme latéralisé, lorsque vous gardez une plasmarénine élevée sur ce traitement, eh bien, la morbidité et la mortalité est plus élevée. Oui. Alors, on revient à notre petite vignette, le patient avec lequel nous avons débuté. Et je vous ai caché quelque chose. Ce patient, en effet, a une histoire familiale d'hyperaldostéronisme. Et il a un frère qui vit au UK et qui a eu un accident cérébrovasculaire et à l'âge de 42 ans, qui est traité par aldactone. Donc, chez ce patient, d'abord, il avait un ratio élevé, il avait des rénines supprimées. On a fait un test de confirmation. La prochaine dia l'illustre. Vous voyez, on a administré donc la perfusion de saline pendant 2 heures et vous voyez ici le taux d'aldostérone au départ et à la fin à 4 heures. Il n'y a pas de suppression, donc on a bien confirmation d'un hyperaldostéronisme primaire avec une rénine très basse. Vous voyez aussi que le potassium descend un petit peu quand on donne une perfusion saline. La prochaine, son CT scan est normal, il n'y a pas vraiment de micro ni de macronodularité. Et alors, on en revient aux formes génétiques d'hyperaldostéronisme primaire. Vous voyez ici une cellule qui synthétise et sécrète l'aldostérone de la zone glomérulée. En situation normale, le flux de potassium par les canaux potassiques est vers l'extérieur et hyperpolarise la membrane cellulaire, donc pas de sécrétion d'aldostérone. Lorsque l'angiotensine va stimuler la cellule, vous avez donc un blocage de ce canal potassique, un influx de calcium, une dépolarisation de la membrane cellulaire qui est préalable à l'activation du canal calcique et l'augmentation de la synthèse d'aldostérone. Des mutations ont été décrites dans ces différents canaux, aussi bien le canal potassique à chlore et au calcium, augmentant ainsi donc la synthèse d'aldostérone et la sécrétion d'aldostérone par une dépolarisation permanente de la membrane cellulaire. La prochaine dia, c'est aussi une étude qui regroupe toutes les formes familiales, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces mutations innées, qui sont des mutations germinales, ont été aussi découvertes comme mutations somatiques au niveau des adénomes et de l'hyperplasie surrénalienne acquise dans la vie.
Et donc, cela pourrait donner lieu à des traitements beaucoup plus ciblés et personnalisés pour le patient présentant un hyperaldostéronisme primaire. La première forme familiale, c'est ce gène hybride dont je vous ai parlé et dont la synthèse de aldostérone vient sous celui de l'ACTH et peut donc être traité par des glucocorticoïdes. La deuxième, c'est des mutations dans le canal chloré. Et là, il n'y a pas de traitement vraiment ciblé. Et on sait que le phénotype de ces patients est très variable parce qu'ils peuvent se présenter à un jeune âge, mais aussi à un âge beaucoup plus avancé. Par contre, les deux dernières mutations qui sont illustrées dans ici, c'est des mutations dans le canal potassique avec une possibilité potentielle de traitement par les macrolides. Par contre, si c'est une forme germinale, donc familiale génétique, c'est une hypertension sévère qui se manifeste à un jeune âge avec une hyperplasie très marquée au niveau des surrénales. Et la forme 4, avec des mutations au niveau des canaux cassiques, là aussi, les patients se présentent à un jeune âge avec souvent des symptômes neurologiques. Alors, j'en reviens à ma conclusion, et j'espère que je n'ai pas pris trop de votre temps. L'hyperaldostéronisme primaire est la cause la plus fréquente d'hypertension artérielle secondaire après les atteintes rénales. Elle entraîne une morbidité cardiovasculaire augmentée, cela indépendamment de l'hypertension, puisqu'il y a des effets qui ne sont pas reliés par l'élévation de la tension. Le dosage de l'aldostérone et de la rénine en situation standardisée permet de dépister un hyperaldostéronisme primaire et il faut peut-être abandonner le ratio qui parfois peut être trop compliqué. Le gold standard, évidemment, pour mettre en évidence une sécrétion latéralisée et le cathétérisme des veines surrénaliennes. Et puis le traitement de l'hyperaldostéronisme, évidemment, est spécifique, soit par chirurgie lorsqu'elle est latéralisée, soit par inhibiteur des récepteurs des minéralocorticoïdes. Et je vais terminer mon histoire par la sempiternelle dernière dia, c'est-à-dire que vous pouvez, évidemment, s'il y a des questions, je suis prête à essayer de les répondre. Merci. Merci Brigitte. Question? Oui, mais à toi, pas à nous. À moi? Pas à J'ai vous. une question. Ah, oui. En avant. Question. Moi, je peux en poser une? Oui, vas-y Françoise. Ah, oui, donc cette affaire d'hyperaldostéronisme, effectivement, on dit que c'est de plus en plus fréquent. Quand on a commencé mes études, c'était vraiment très rare et maintenant, ça devient de plus en plus fréquent. Et on parle d'ailleurs d'un spectre avec presque, j'en ai retiré l'impression en lisant la littérature que quasi la plupart des patients hypertendus pourraient avoir un certain degré d'hyperaldostéronie. Il y a tout un spectre. Alors, tu as beaucoup insisté sur l'hyperaldostéronisme unilatéral, qui est traité effectivement par une suranélectomie, mais dans tout ce spectre des hyperaldostéronismes, c'est quoi la fréquence des adénomes clairs où on peut les traiter? Parce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de gens qui ont une hyperplasie avec plus ou moins d'hyperaldostéronisme. Oui, alors, donc dans la littérature, environ 30% des hyperaldostéronismes primaires, c'est des adénomes ou une latéralisation. La plupart, 60% ou un peu plus, sont en effet des hyperplasies, sans latéralisation de l'hyperaldostéronisme. Voilà. C'est exact. Et donc, il y a aussi maintenant des études, évidemment, de transcriptomes, de protéomes, qui montrent que ces hyperplasies sont quand même souvent reliées à des mutations génétiques, somatiques, qui apparaissent à un certain moment et qui font que cette sécrétion d'aldostérone se fait indépendant du sédium et de la rénine. Et encore une deuxième question. Tu disais qu'il ne fallait pas arrêter les médicaments quand on faisait… mais attends, la spironolactone, ça n'interfère pas avec le dosage d'aldostérone?
Mais ils peuvent tous interférer. Mais quand non, mais le dosage direct, je parle le dosage direct d'aldostérone. Hein. Oui, oui, bien sûr. Non, mais pas que ça interfère avec l'axe rénine-angiotensine. Je veux dire, quand tu doses ton aldostérone et ta spironolactone, tu ne fais pas trop la différence. Oui, mais normalement, sous spironolactone, ta rénine devient dosable et augmente. Hein? Donc, si tu as une rénine qui est supprimée quand quelqu'un est traité par la spironolactone, tu as un argument pour l'hyperaldostéronisme primaire. D'accord, mais si ton dosage d'aldostérone est faux, c'est exact, mais c'est pour ça qu'on abandonne un peu le ratio et qu'on revient vers le dosage de la rénine. Et si elle est supprimée, hein, on peut à ce moment-là regarder quel est le taux d'aldostérone par rapport à cette rénine supprimée. Mais je crois est-ce qu'il ne faut pas mieux quand même arrêter la spironolactone? Écoute, la plupart des gens ne sont pas traités par spironolactone. Non, c'est ça. Et donc, tu peux faire le dépistage sur leur traitement actuel et s'ils ont des rénines supprimées, soit en dosage direct, soit en activité, tu peux revenir alors vers l'augmentation de l'aldostérone par rapport à cette rénine supprimée. Et alors, j'ai une dernière question. Un bon test, est-ce que ce n'est pas, par exemple, quand tu as un patient très hypertendu, et tu soupçonnes éventuellement une hyperaldostéronie à un certain degré, ben tu lui donnes de la spironolactone et tu regardes l'effet. Et l'effet est excellent quand ils ont un hyperaldostéronie. Donc, une espèce de test thérapeutique, je dirais. Oui, mais ça n'a pas été validé chez ces patients, malheureusement. Donc, ça n'est pas accepté le jour d'aujourd'hui, mais bon, on pourrait faire une étude, en effet, et regarder les gens qui répondent à l'aldostérone. Voilà. Ceux qui ne répondent pas. Je vais te dire que mon patient qui est actuellement sous aldactone, il a 100 mg, il a une rénine qui est devenue dosable et sa tension est à 120/80. Oui, c'est très bien. Maintenant, ceci dit, tu disais que un effet secondaire de la spironolactone, c'était la gynécomastie, mais il y a d'autres effets encore plus embêtants que la gynécomastie sur les... Oui, exact, tout à fait. Pour les jeunes parce gens. que ça a un effet sur en effet, la vie sexuelle. Voilà. Donc, oui, absolument. Donc, je crois qu'il faut quand même mieux confirmer ton hyperaldostéronisme primaire. Sauf pour être transgenre. Je serais content d'avoir... C'était mieux que la cyprotérone. Ben oui. Alors, donc, tu montrais la comparaison entre la mortalité chez les patients qui avaient été surénectomisés par rapport au traitement médical. Et donc, la surénectomie était mieux. Mais il n'y a pas un biais là? On ne va pas éventuellement réfuter des patients au traitement chirurgical et donc les mettre donc, avec plus de comorbidité déjà au départ chez les... Alors, évidemment, ils ont posé la question et ils ont rectifié pour les facteurs confondants tels que celle-là. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont apparié chaque patient avec certaines caractéristiques, avec un autre patient qui avait les mêmes caractéristiques et qui était traité de façon médicamenteuse. Ça s'appelle un test de propensity. OK. Bien. Je ne sais pas si ma question rejoint celle d'Élie, mais avec tous les avantages que vous avez de la surénalectomie, pourquoi est-ce que les gens au-dessus de 35 ans ne bénéficieraient pas d'une surénalectomie, d'autant plus que ça peut se faire en célioscopie? Tout à fait, mais c'est ce qu'on fait. Hein. Ils en bénéficient, mais avant de passer à la surénalectomie, donc comme au-delà de l'âge de 35 ans, vous avez souvent des incidentalomes surrénaliens, c'est-à-dire qu'on trouve des adénomes qui ne sont pas nécessairement la source de l'hyperaldostéronisme. Il faut procéder d'abord au cathétérisme pour avoir une latéralisation et à ce moment-là, c'est au patient, avec le médecin, de décider s'il passe à la surénalectomie. Mais en effet, ça se fait. La médecine nucléaire n'a pas progressé là-dedans? Non, avant, on avait en effet des ions de cholestérol qu'on employait et qui ont été abandonnés. Donc, on regarde d'autres marqueurs actuellement pour voir s'il n'y a quand même pas moyen d'éventuellement cibler d'un côté ou de l'autre. Mais actuellement, non. On imagine bien qu'il y aura des PET particuliers avec tel agent qui pourra se fixer. On aimerait que pour se passer du cathétérisme. Comme ça, tu pourras revenir pour nous parler de ça. OK. Bien.
OK, mais donc, par rapport à l'hypokaliamie, tu as montré que ce n'était pas un bon indice en termes de sensibilité, mais enfin, j'ai vu quand même que ça revenait quand même à plusieurs moments malgré tout. Hein. Bon, même si donc, il ne faut pas néanmoins l'oublier totalement. Bon, c'est bon. Non, en fait, la valeur prédictive négative, ça a clairement montré que c'était insuffisant, mais il faut rester attentif. Et en particulier, bon, tu as bien montré que c'était sous-diagnostiqué. En particulier, un patient qui serait considéré comme une hypertension essentielle, il est mis sous une petite dose de diurétique, on voit son potassium qui tombe à 2,5. Je veux dire, un diurétique ne fait pas tomber un potassium à 2,5 chez quelqu'un qui n'a pas d'hyperaldostéronisme. Donc, ça, je pense aussi que c'est ça peut être aussi un argument pour dire, ah, on a oublié de regarder s'il n'y avait pas d'hyperaldostéronisme. OK. Bon, eh bien, merci à tout le monde. Merci Françoise pour ton intervention à distance. Salut Françoise. Et à la semaine prochaine.